Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Le gouvernement du Bénin est préoccupé par les conditions d'accès à la pension de retraite. Deux projets sont initiés à cet effet. Il s'agit du projet d'actualisation des comptes individuels des travailleurs et la réorganisation physique des archives. La ministre du Travail et de la Fonction publique était ce jeudi au siège de la société pour évaluer le niveau d'exécution des travaux. À quelques mois de la prochaine consultation électorale, la fondation Malérosou veille au grain et prie pour la paix et la stabilité politique au Bénin. Ce vendredi, El Hadji Yakubu Malérosou a réuni ses frères musulmans autour de cette cause pour la paix au Bénin avant, pendant et après l'élection présidentielle de 2021. À l'exercice du jour, il avait à ses côtés le député Maman Sani venu soutenir l'initiative. À développer également dans ce journal le milieu et le tourisme dans l'Atakora au Bénin. C'est le sujet de thèse soutenue par Blanche Nadine Akogbeto ce vendredi à l'université d'Abomey-Calavi devant un jury international. L'IMP30 a présenté le résultat de ses recherches sur les potentialités dont regorge ce département et les défis à relever pour que le tourisme se développe au Bénin. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. Faciliter et simplifier les procédures et conditions d'accès à la pension de retraite, c'est l'une des préoccupations majeures du gouvernement. C'est à ce titre que deux projets phares sont en cours de mise en œuvre par la Caisse nationale de sécurité sociale. Il s'agit du projet d'actualisation des comptes individuels des travailleurs et la réorganisation physique des archives. Objectif, mettre fin, entre autres, à l'indisponibilité ou l'altération des déclarations nominatives, l'absence de données fiables sur les travailleurs et leurs employeurs, sans oublier la fragilité des données de recouvrement et des comptes cotisants. Suivant. La ministre du Travail et de la Fonction publique en visite dans les locaux de l'annexe de la Caisse nationale de sécurité sociale à Akpakpa, à Cotonou. Dans l'après-midi de ce jeudi, Adiyatou Matis est venu s'enquérir des conditions de mise en œuvre de deux projets majeurs. La réorganisation physique des archives et le projet d'actualisation des comptes individuels des travailleurs. Et sur place, elle a pu constater l'ampleur du travail avec des équipes rompues à la tâche. Deux projets importants dont la mise en œuvre est conduite par la Direction générale et le Conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale. La dématérialisation de l'administration de la CNSS passe forcément par le succès de ces projets. On s'est rendu compte, en fait, on a toujours mis, dans l'informatisation de la Caisse, on a toujours mis les charrues avant les bœufs. Tant que ce travail n'est pas fini, aucune informatisation ne peut vraiment se faire. C'est après avoir assaini totalement donc ceci que nous aurons donc à pouvoir maintenant programmer. Et ça aussi, le travail est en train de se faire. Et croyez-nous, le conseil d'administration donne tout ce qu'il peut donner donc, à la direction et toutes les décisions que nous pouvons prendre pour permettre au DG donc, de pouvoir exécuter donc, le programme, nous le faisons. À la date du 7 octobre 2020, le nombre des travailleurs dont les données de salaire ont été saisies est de 110 247 sur un total de 400 000 comptes individuels des travailleurs. Même si ce résultat est encourageant, il faut aller encore plus vite. Je voudrais vous en féliciter, mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'en arrivant ici, j'ai l'intention de vous dire que pour compter du 1er janvier ou du 2 janvier 2021, il va falloir que le pensionné de la Caisse nationale de sécurité sociale puisse également rentrer en possession de sa pension à l'échéance suivante. Alors, comment allons-nous nous y prendre? Parce que si au niveau du FNRB, c'est déjà pratiquement une réalité, il ne va pas falloir qu'on attende au niveau de la CNSS encore un an. Comment nous allons nous y prendre? C'est surtout l'objet de ma visite. Vous savez, le chef ne sait pas attendre. Lorsqu'il pense à quelque chose tout de suite, il faut que ça se réalise. Et lorsqu'il s'agit des citoyens en général et des retraités en particulier, vraiment, le chef de l'État, il va très vite. À compter du 2 janvier 2021, le gouvernement veut être dans le concret et c'est la course contre la montre ici. Au terme de ces projets, le personnel doit être en mesure de percevoir sa pension dès le premier jour du mois suivant la date de dépôt de sa demande. Par ailleurs,
La CNSS va pouvoir définir une véritable politique en matière de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Un défi majeur auquel le chef de l'État attache du prix. La question des 30 heures de travail hebdomadaire qui agite le secteur de l'éducation depuis quelques jours était au cœur d'une rencontre entre les responsables syndicaux et le président de la République. Un arbitrage pour situer toutes les parties et dissiper les inquiétudes. Retour sur le temps fort de cette rencontre avec les centrales et confédérations syndicales dans ce reportage signé Wahab Alipara. C'est un arbitrage qui ne dit pas son nom, mais qui, au finish, soulage les uns et les autres. Patrice Talon et les responsables des centrales et confédérations syndicales, les yeux dans les yeux, abordent ici la question du quota horaire attribué aux enseignants préinsérés. La décision du gouvernement suggérait 30 heures, mais le monde syndical y voyait une maladresse. Il fallait donc trouver le juste milieu et le chef de l'État n'a pas hésité. Nous avons jusque-là, jusqu'à l'année scolaire écoulée, déployé les enseignants disponibles dans la base et un complément a pu être fait chaque fois dans les localités, dans les établissements, par ce que les uns et les autres ont sous la main. De sorte que cette façon de fonctionner compromet totalement l'objectif. C'est à quoi? De sélectionner des gens, d'évaluer des gens, de dire que c'est ceux-là qui ont le minimum requis, à qui on peut couper les enfants dans les diverses disciplines, dans les diverses matières. Et une fois qu'on a fini, qu'on les a déployés, on constate donc qu'il y a encore un trou, et puis après on recrute qui on veut pour compléter ce nombre-là. Alors, déployer donc ceux dont nous disposons, les aspirants dont nous disposons, pour tenir les classes à l'intérieur du pays et peu partout. Si telle est notre exigence, dans quelle mesure cela est possible? Dans quelle mesure ce nombre peut être déployé pour satisfaire l'ensemble des heures de cours nécessaires? Si nous avons beaucoup d'enfants dans le pays qui sont à l'école, qui sont scolarisés, et que nous avons peu d'enseignants, on fait quoi? Est-ce qu'on décide que le peu d'enseignants qu'il y a, on essaie de les répartir et leur donner une masse horaire compatible avec les besoins? Ou bien on dit non, nous avons beaucoup d'enfants, nous avons plus d'enseignants, mais certains enfants vont rester sans professeur, sans enseignant. Ou que à certains, nous allons donner, les confier à des enseignants qui n'ont absolument pas le minimum de connaissances nécessaires. Ce serait même un crime contre certains de nos enfants, surtout que ceci fait souvent des enfants qui sont dans les localités éloignées des agglomérations. La disponibilité et la flexibilité du président de la République sont perceptibles. Patrice Talon a poursuivi en soulignant les conditions quasi misérabilistes qui sont celles des enseignants préinsérés et dont son gouvernement travaille à améliorer. Les centrales ont donc vu de l'eau à côté de leur vin et avec souplesse, elles se sont accordées avec le gouvernement sur certains détails. Sur le principe de résorber le déficit en enseignant, je crois que nous nous accordons. Sur le principe de faire en sorte que tous les enfants béninois accèdent à l'éducation où qu'ils soient, là aussi il n'y a pas de problème. Et je voudrais dire une fois encore que nous sommes disposés à faire ce travail pour qu'effectivement les éléments que nous avons, on puisse les verser à votre équipe et qu'ensemble on trouve les solutions qui permettent vraiment de juguler la situation. À la date d'aujourd'hui, si on donne les 30 heures, c'est qu'au moins 5000 enseignants à qui vous aviez déjà dit il y a quelques jours qu'ils allaient être reconduits vont perdre les heures qu'ils avaient. On peut faire mieux. Je suis persuadé que cet impact social, vous n'avez pas souhaité qu'il soit de cette qualité-là. Cette inquiétude du secrétaire général Anselme Amoussou effrayait déjà les aspirants. Beaucoup, notamment ceux déployés l'année dernière, s'imaginent à nouveau dans une posture délicate. Mais les assurances du chef de l'État sont ici de nature à calmer les esprits. Ces propos d'ailleurs sont sans ambiguïté. Aucun aspirant déployé précédemment, déployé l'année dernière, et figurant effectivement la base de données ne sera laissé sur le carreau. Aucun.
les aspirants qui ont été évalués quelques années précédemment et qui ont le niveau minimum requis, qui sont de la base de données, et surtout qui ont été déployés l'année dernière, seront tous reconduits. La suspension du Bénin de la liste des pays d'origine sûrs par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides était au cœur du traditionnel point de presse du porte-parole du gouvernement. Les professionnels des médias ont tenu à recueillir les explications du gouvernement et les probables conséquences de cette décision. Voici la réponse du ministre Alain Oronla. Ma réaction à chaud, c'est que peut-être que l'OFPRA n'aime pas le rapport qui a été rendu et qui constate les efforts consentis par le gouvernement et par le président de la République en particulier pour la promotion, la consolidation des droits de l'homme dans notre pays. Est-ce que parce que tout va plutôt bien, puisque les droits de l'homme, c'est une quête permanente au Bénin, que l'OFPRA se résout à considérer que notre pays n'était plus sûr ou pas? Ou est-ce le résultat d'une autoflagellation de nos compatriotes qui ne cessent de clamer partout que les libertés sont en recul au Bénin? Nous laisserons le temps au temps, comme ils l'ont fait, en nous mettant un sursis de 12 mois. C'est comme ça que je dis l'événement. Et le Bénin fera la preuve que c'est un état de droit, c'est un état de liberté, c'est un pays sûr, considéré comme tel, par exemple, par le HCR, qui sait que notre pays est ouvert à ceux qui sont en difficulté dans son voisinage immédiat et même un peu plus lointain. Autre sujet abordé au cours de ce point de presse, le réaménagement du projet de construction de la route des pêches phase 2. Les journalistes sont bien curieux de connaître la date du démarrage des travaux. Voici la réponse du porte-parole du gouvernement. Pour ce qui est du bitumage et de l'aménagement de la route des pêches phase 2, je crois que nous sommes suffisamment côtoyés pour ne plus avoir d'inquiétude sur les démarrages effectifs des chantiers. Il y a eu un réaménagement de ce projet pour l'optimiser et augmenter sa synergie avec la corniche est de Cotonou et la route de l'Esclave à partir de Ouida. Les travaux seront lancés, c'est une question de jours, probablement dès les premiers jours du mois de novembre, si ce n'est pas plus tôt. Et vous aurez, les populations auront l'occasion de constater qu'il n'y a pas d'annonce sans mise en œuvre des projets du gouvernement. Donc, dans quelques jours, nous verrons le lancement effectif de cette deuxième phase de la route des pêches qui apportera une plus grande plus-value à l'environnement et au projet touristique de notre pays pour cette zone. Autre préoccupation de la presse, la réorganisation du mode de gouvernance des hôpitaux publics après les réformes déjà opérées dans le secteur. Pourquoi une telle décision maintenant? Le ministre Alain Oronla donne les raisons suivantes. Le gouvernement a des objectifs en matière de santé, c'est permettre à tous les Béninois d'être soignés, d'avoir une offre de soins et une offre de soins de qualité. C'est ce qui a motivé les différentes réformes dont vous avez parlé, que vous avez rappelées. Et pour offrir des soins de qualité, il faut que nous ayons à la tête de nos hôpitaux une administration performante, une administration qui permette d'avoir des prestations de qualité. Autrement dit, ces réformes s'inscrivent également dans la volonté de notre pays de hisser les services publics et le service hospitalier en particulier en l'occurrence à des prestations de qualité. Nous avons expérimenté un mode de gouvernance qui n'a pas convaincu ou qui ne s'est pas considérablement éloigné des dysfonctionnements que nous connaissions naguère. C'est pour cela que le gouvernement a décidé d'aller plus loin dans la réforme en offrant un nouveau mode de gouvernance qui, de manière certaine, impactera le secteur et permettra de répondre à l'objectif fixé, à savoir prendre en charge intégralement les patients béninois et leur offrir les meilleurs soins dans les meilleures conditions.
Voilà, c'était à l'instant les explications du ministre Alain Orunla, porte-parole du gouvernement. Nous allons à présent parler de la fondation Malerosso qui sacrifie une fois encore à la tradition de prière pour la nation et ses dirigeants. Ce vendredi, El Hadj Yakubu Malerosso a réuni ses frères musulmans autour de cette cause qui appelle à la paix au Bénin avant, pendant et après l'élection présidentielle de 2021. À l'exercice du jour, il avait à ses côtés le député Momo Sani venu soutenir l'initiative. Suivant. Des voix se levant à l'unisson pour invoquer Allah à la mosquée de Zougoukoué dans la matinée de ce vendredi 9 octobre 2020. C'est une séance spéciale de prière initiée par la Fondation Malerosso pour la paix au Bénin. Que nous soyons opposants ou de la mouvance, nous n'avons qu'un seul pays, le Bénin. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui peut nous diviser. C'est pourquoi, chaque jour que Dieu fait, je ne fais que prier pour mon pays. Prier pour le Bénin, mais aussi pour ses dirigeants, dont le chef de l'État. Le pouvoir est divin. Et pour le moment, c'est Patrice Athanase Guillaume Talon que Dieu a choisi pour diriger. Nous avons alors l'obligation de le soutenir dans nos prières afin qu'Allah l'éclaire et lui donne les forces nécessaires pour mieux conduire notre pays. Conduire le Bénin jusqu'à la fin de ce quinquennat en attendant la présidentielle de 2021. Et cette prière spéciale qui vient 2 mois après la dernière a connu la présence d'un député de la 8e législature. Je pense que cette fondation, si elle n'est pas née, il fallait la créer. Je ne peux que lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour ce pays. Nous avons besoin de nous mettre ensemble, même si nous n'avons pas les mêmes opinions, parce que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. L'initiateur de cette séance de prière lui dit hériter cette vocation de ses ancêtres qui ont toujours prié pour la paix au Bénin. Il a tenu à faire un clin d'œil à ses profondeurs. Que Dieu les protège, car le Coran a été clair dans la sourate 4, verset 59. Ô vous les croyants, obéissez aux prophètes, obéissez aux messagers, obéissez à vos parents et à celui à qui j'ai donné le pouvoir. Pour l'orateur, ces passages du livre saint constituent son abreuvoir d'où il tire ses inspirations. Et pour la paix dans son pays, ce musulman pratiquant entend étendre les séances de prière vers toutes les régions du pays les jours à venir. Nous tendons vers la fin de l'année et comme dans l'administration publique, le moment est aux études du budget dans chaque secteur. Au sein des collectivités locales, c'est le même exercice. C'est d'ailleurs le cas du conseil municipal de Cotonou. Hier jeudi, c'est dans le 11e arrondissement de la commune que les autorités sont allées recenser les besoins de la population. Les détails avec Hachimokani Assiombo. Le 11e arrondissement de Cotonou exprime ses besoins dans le cadre de l'élaboration du budget primitif 2021 du conseil communal. À l'occasion de la séance tenue dans les locaux de cet arrondissement, le premier responsable a saisi l'occasion pour en présenter quelques-uns. Les populations dans le 11e arrondissement ont besoin d'infrastructures d'assainissement. En saison pluvieuse, presque toutes nos voies sont inondées et impraticables. Nos infrastructures scolaires sont vieillissantes et dans un état de délabrement avancé. Le siège de notre arrondissement mérite une réhabilitation. Monsieur le premier adjoint au maire, mesdames et messieurs, comme vous pouvez en douter, les besoins sont énormes et élastiques. Autant de besoins à prendre en compte dans le cadre du budget exercice 2021. Une collecte de besoins qui feront objet d'études en session du conseil municipal pour être intégrés au budget primitif. L'activité qui nous réunit ce jour a pour objectif principal de procéder à la collecte des besoins en investissement dans le cadre de l'élaboration du budget primitif 2021 et de façon spécifique, il s'agira de faire le point des réalisations en cours par arrondissement, de collecter les besoins des populations par arrondissement,
d'hiérarchiser les priorités par arrondissement, d'opérer les choix judicieux des activités structurantes au profit de la population pour le compte du primitif 2021, tout en restant fidèle au contenu de notre PDC, deuxième génération 2018-2022. Innovation au sein des collectivités territoriales, le budget participatif vise à promouvoir les principes de bonne gouvernance locale. Cela rend les dépenses plus transparentes et stimule la participation des citoyens à la prise de décisions relatives aux ressources publiques. Cela participe à l'amélioration des recettes fiscales des collectivités territoriales en réorientant les investissements vers les infrastructures de base. Je l'annonçais en début d'édition, soutenance de thèse à l'université d'Abomey-Calavi, Blanche Nadine Akogbeto a présenté le fruit de ses recherches sur les potentialités dont regorge l'un des départements du nord-ouest du Bénin. Sa thèse porte sur le milieu et le tourisme dans la Takora au Bénin. Dans sa présentation, l'impétrante aborde les défis à relever pour que le tourisme se développe au Bénin. Assomo Création Bon pour les détails. Blanche Nadine Akogbeto est admise dans le rang des docteurs de l'université d'Abomey-Calavi. Sa recherche scientifique sur le milieu naturel et le tourisme dans le département de l'Atakora au Bénin, en Afrique de l'Ouest, qu'elle a présenté le vendredi 9 octobre, lui vaut la mention très honorable avec appréciation du jury. Pour l'impétrante, le choix du sujet a été guidé par plusieurs facteurs. Nous avons beaucoup de défis à relever dans ce domaine, beaucoup de défis pour que le développement du tourisme puisse voir réellement le jour au Bénin. Le défi à travers une formation de qualité dans le secteur du tourisme et à travers des micro-projets, des initiatives telles que, par exemple, des projets de sensibilisation au niveau des autorités locales pour qu'ils puissent prendre aussi conscience de la réalité de la chose. Le secteur du tourisme aujourd'hui est un secteur pluridimensionnel. Donc il est de bon temps que les autorités locales et les autorités au niveau national prennent conscience de ce que ce secteur est un secteur développeur et réellement mettre la main à la pâte pour que nous puissions bénéficier réellement de ce développement. Pour l'impétrante, l'objectif global de sa recherche scientifique est de contribuer à une meilleure connaissance des apports du milieu naturel au développement du tourisme. Il s'agit aussi pour elle de caractériser les potentialités touristiques du département. Pour les membres du jury, c'est une contribution importante au développement du secteur du tourisme au Bénin. Les 77 communes de notre pays regorgent de potentialités. C'est parce qu'on ne cherche pas à connaître. Voilà pourquoi elle a fait ce travail-là, pour savoir quelles sont les potentialités de ce département de l'Atakora. Et à partir du moment où on est à quel niveau se trouvent les différentes potentialités, il reste maintenant à aller à la mise en œuvre, à l'opérationnalisation des résultats obtenus. Les potentialités touristiques du Bénin ne sont pas connues de tous. Donc c'est une opportunité pour présenter à la face du Bénin ce que nous avons comme richesse. Car ces richesses vont servir de socle au développement de toutes les régions du Bénin. Il faut noter ici que le tourisme, c'est un secteur d'avenir. Qui s'intègre dans ce secteur va pouvoir réussir parce que le Bénin a tout ce qu'il faut pour l'épanouissement de ce secteur. Blanche Nadine Akogbeto, avec ses travaux de recherche en géographie et gestion environnementale, est le premier docteur en tourisme au Bénin. Une fierté pour son directeur de thèse, Expédie Wilfried Vissin. Une fierté, ça l'est également. Parlons à présent assistance avec le Rotary Club Cotonou-Cocotier qui honore les meilleurs apprenants de l'école primaire publique de Tchonvi dans la commune de Semekoji. En collaboration avec le Rotary Club Anières-Sucène de Paris, ce club service est allé faire don de kits scolaires aux écoliers arrivés premiers de leur classe à l'issue de l'année académique 2019-2020. Narcisse Alosset pour plus de précisions. En reprenant le chemin des classes le 28 septembre dernier, ces apprenants de l'école primaire publique de Tchonvi étaient peut-être bien loin d'imaginer avoir des fournitures scolaires supplémentaires. Mais ces choses faites grâce à l'élan de solidarité du Rotary Club Cotonou-Cocotier. Ce club service leur est venu en aide avec un lot de kits scolaires. Le président du Rotary International, Albert Knack,
À travers le thème de l'année, le Rotary ouvre des opportunités, recommande d'établir des partenariats avec les enseignants pour qu'ils aient accès au matériel pédagogique, de travailler avec les autorités locales pour équiper les écoles en fournitures scolaires. Un engagement honoré ici à Tchonvi, un village enclavé situé dans la commune de Semepoudji. Et dans ce complexe scolaire qui compte 4 groupes pédagogiques, les 3 premiers de chaque classe du cours préparatoire niveau 2 au cours moyen niveau 2 ont reçu chacun un kit composé de sacs, stylos, cahiers, crayons, trousses, manuels d'activité, bref, tout ce qu'il faut pour mieux exécuter les activités académiques. Par ma voix, tous les élèves de Tchonvi vous remercient pour l'attention que vous nous avez accordée. Nous vous promettons un bon usage. Nous vous remercions. Tout comme ses meilleurs apprenants, l'établissement aussi s'est vu offrir des matériels didactiques composés essentiellement de manuels. Des manuels remis à chacun des responsables de groupes pédagogiques. Cette action de don de kits scolaires et de matériel didactique ne sera pas la dernière, vu les pages de doléances qui nous ont été adressées par les directeurs de l'école. Une école qui a vu le jour en 1964, un peu après l'indépendance du Dahomey donc. Et en venant ici, le Rotary Club Cotonou-Cocotier a à ses côtés le Rotary Club Asnières-sur-Seine de Paris. Une solidarité dans l'action qui a fait des heureux dont les présents reçus sont exhibés ici avec orgueil et fierté. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous et surtout, bon début de week-end.